L'énergie, un élément indispensable à l'humanité, une source de vie. Habitat, alimentation, santé, l'énergie est partout pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Dans la culture, comme dans le travail ou les transports, l'énergie est indispensable au développement des sociétés et à la construction des individus. Jamais dans l'humanité, les besoins en énergie n'ont été aussi importants par leur implication, à tel point qu'aujourd'hui plus que jamais, l'énergie, c'est la vie. Certaines caractéristiques de la vie moderne, en termes d'immédiateté, de rapidité des communications et des échanges, ça passe par un accès à l'énergie qui est immédiat et d'une énergie de très grande qualité. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, personne ne mesure réellement ce que ça veut dire. Il est intéressant de voir qu'en 1859, quand le pétrole arrive, donc il y a un siècle et demi à peu près, la vitesse commerciale était celle d'un cheval au trot, une diligence. Et que vous mesurez un petit peu l'évolution de la vitesse commerciale, puisqu'on est passé de la vitesse d'un cheval au galop à la vitesse de Concorde, Mach 2, en moins d'un siècle et demi. Au total, quand on regarde sur les 2 siècles passés, la consommation énergétique moyenne par habitant est multipliée par 14. Quant à la population de ces pays les plus développés, elle est aussi très fortement augmentée. Il faut qu'on mène un travail pédagogique auprès des populations pour leur expliquer que, comme l'eau, l'énergie, c'est à la base de tout. L'eau et l'énergie, ce sont les 2 choses que, dès le premier jour de la vie jusqu'au dernier jour, on trouve présent dans la vie des gens. Dès l'aube de l'humanité, l'énergie est au cœur des sociétés qui prennent leur essor. La maîtrise du feu, puis des autres ressources énergétiques, a conduit à une amélioration du cadre de vie et un développement des civilisations. Ce rôle clé, on le retrouve aujourd'hui partout, dans tous les aspects de l'activité humaine. Au niveau des besoins, l'énergie est un besoin qui est vital. Personne ne peut se passer d'énergie. Tous les processus vitaux sont des processus énergétiques. C'est un besoin qui est permanent. Ce n'est pas seulement l'été ou à certaines heures de la journée, c'est continu. Et ça durera aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur Terre. Quand on dit, disons, besoin vital, il faut tout de suite constater qu'il y a une petite minorité d'hommes sur Terre qui consomment peut-être trop d'énergie. C'est pour ça que l'on parle de maîtrise de l'énergie, d'efficacité énergétique, et on a raison de le faire. Mais par rapport à ça, je pose moi plutôt une idée qui est celui du droit à l'énergie. Et ce droit est malheureusement pas respecté pour l'immense majorité de la population humaine. Pour quelqu'un qui est payé au SMIC, qui prend sa voiture tous les matins pour travailler parce qu'il n'y a pas de transport en commun pour être à 7 heures à son travail, le budget est lourd pour lui. Donc l'énergie, je dirais, est liée à des problèmes d'inégalité et en ce moment, avec l'augmentation des prix, d'inégalité croissante. Il y a des gens qui ont fait des parallèles entre la disponibilité d'énergie par habitant et l'espérance de vie, le nombre de décès dans les années qui suivent la naissance, etc. Et les questions de santé et d'éducation, ce sont des choses qui structurent une population et qui sont à mettre en parallèle avec les possibilités d'accès à l'énergie qui peut exister dans tel ou tel pays. Élément indispensable à la vie, l'énergie peut se révéler aussi facteur d'inégalité dans les principales activités humaines. Par sa disponibilité ou sa rareté, elle peut en effet soit faciliter, soit bloquer le développement des sociétés, que ce soit pour l'activité économique comme pour notre cadre de vie. Aujourd'hui, en Bretagne, des industriels ne peuvent pas s'implanter parce qu'ils n'ont pas la garantie d'avoir la fourniture d'électricité nécessaire. Donc, n'ayant pas la garantie, ce sont des industries qui ne s'installent pas, et donc ce sont des emplois qui manquent. Et donc, ça génère des tensions sociales et un vide économique. De plus en plus, aujourd'hui, on nous parle du coût de l'énergie. À proximité du Havre, il y a une entreprise qui s'appelle Yara, qui fabrique des produits chimiques. Et l'essentiel de ces coûts de production, c'est le gaz. Aujourd'hui, Yara menace tout simplement d'arrêter son activité en France et de partir produire ce qu'elle fabrique à l'étranger, dans un autre pays, où elle pourrait espérer un coût du gaz inférieur.
L'énergie est également essentielle pour assurer la sécurité des États et des populations. Elle est nécessaire pour assurer leur indépendance comme leur survie et leur développement. On le voit bien, depuis la guerre du feu jusqu'aux conflits récents, l'énergie se révèle souvent comme une ressource déterminante pour permettre l'autonomie, la conquête ou la domination. Il y a une espèce à l'heure actuelle de course vers le pétrole qui est très présente dans les relations internationales et qui font qu'évidemment les États-Unis, mais des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme l'Europe, cherchent à protéger, à maintenir, à sécuriser des accès directs aux ressources pétrolières et gazières. Le monde énergétique est à l'heure actuelle dans une phase de durcissement des rapports de force et du potentiel de conflit. Il n'est pas possible que des politiques aussi importantes que la politique de la santé, pour ce qui est de l'effet de serre, ou que la politique de la défense, pour ce qui est de notre indépendance énergétique. À quoi cela nous servirait-il d'investir pour avoir des porte-avions, des flottes d'avions et des chars, si dans le même temps nous sommes mis à genoux parce que, en dehors de nos frontières européennes, quelqu'un coupera le robinet d'approvisionnement. L'énergie est donc cruciale pour l'ensemble des sociétés et leur population. Mais pour satisfaire leurs besoins, il est nécessaire de mettre en place des outils sans cesse en évolution. Alliant technologie, recherche et innovation, les chaînes énergétiques reposent sur de fragiles équilibres. Un des aspects essentiels des produits énergétiques, c'est vrai d'ailleurs d'autres produits vitaux comme la distribution de l'eau, c'est qu'il répond à des structures de grands réseaux ou à ce qu'on appelle rendement croissant avec la taille, aussi bien taille d'espace que taille de temps. Un autre aspect des produits énergétiques doit être examiné, qui est celui de l'échelle de temps sur laquelle se développent les cycles de vie des filières énergétiques. Dans un premier temps, il y a un besoin de recherche-développement important, qui peut durer 10 ans, 20 ans, voire plus. Ensuite, une phase de conception, d'ingénierie, donc de conception, puis de réalisation, d'investissement des ouvrages, de réalisation des ouvrages, suivi ensuite d'une période plus ou moins longue, mais qui est en général de plusieurs dizaines d'années, d'exploitation des moyens ainsi produits, ainsi réalisés, et suivi ensuite à la fin de l'exploitation par une période de déconstruction et de gestion des déchets, des effluents et des dégâts collatéraux induits par la production du produit énergétique. Mais l'organisation des acteurs de l'énergie et la technique ne sont pas les seuls facteurs à prendre en compte. La forme des chaînes énergétiques doit intégrer en effet un certain nombre de contraintes. Des risques liés à l'exploitation, aux nouvelles données concernant les ressources et leurs conséquences, les hommes doivent donc inventer de nouveaux modèles pour répondre aux défis énergétiques. Les grands enjeux énergétiques actuels sont de deux ordres. Il y a tout d'abord le problème des ressources d'énergie fossile, pas tant pour le charbon, puisque au moins à l'échelle du prochain siècle, le charbon est une source d'énergie qui est et qui restera très probablement abondante, mais en revanche un problème de ressources et de réserves pour le pétrole et le gaz naturel. C'est la première contrainte au développement énergétique au plan mondial, ce que j'appellerais la contrainte amont. Il y a une deuxième contrainte qui est également essentielle, qui est la contrainte d'émissions de gaz à effet de serre, ce que j'appellerais la contrainte aval. Donc si l'on recherche un développement énergétique durable au plan mondial, il faut absolument gérer en même temps le problème de la rareté croissante du pétrole et du gaz et le problème des émissions de gaz à effet de serre et de la limitation du changement climatique. Dans ce contexte, la maîtrise de la demande est également un élément à explorer. Transport, électricité, chauffage, la consommation augmente sans cesse, parfois au détriment des besoins réels, sans pour autant exploiter toutes les possibilités existantes au niveau des modes de vie. Nous avons devant nous un grand défi qui est celui d'arriver à conjuguer un développement économique et associé donc à une consommation d'énergie probablement croissante avec un impératif qui est celui de limiter les émissions de CO2. D'où le lancement de réflexions qui s'appellent en général réflexion sur le facteur 4. Le facteur 4, c'est la division par 4 des émissions de gaz carbonique d'ici 2050. Il y a certains domaines dans lesquels une économie d'énergie est relativement simple à réaliser. C'est le cas des transports urbains
Et quand on sait qu'un tiers des déplacements en automobile font moins de 500 mètres, ce sont des déplacements qu'on peut faire facilement à pied ou à vélo. Si on utilisait aujourd'hui les équipements les plus performants pour utiliser l'énergie, par exemple les voitures qui consomment peu, l'éclairage qui serait fait de manière performante, avec des lampes fluocompactes, les appareils électroménagers les plus performants, on estime qu'on pourrait aujourd'hui bénéficier des mêmes services énergétiques avec en gros 2 fois moins d'énergie. Au fur et à mesure de l'évolution du modèle de société, de nouvelles solutions énergétiques doivent être donc trouvées rapidement. Mais si chaque énergie offre des opportunités, elle comporte également des handicaps. De fait, elles doivent toutes être étudiées avec attention, tant les imbrications avec les sociétés humaines sont riches de conséquences. Aujourd'hui, quand on parle des questions d'énergie, on présente souvent les énergies nouvelles et renouvelables comme une sorte de panacée qui va résoudre tous nos problèmes. Alors bien sûr, il faut développer ces énergies et il y a un grand nombre de cas où ça peut être très utile. Mais il faut prendre garde que ce sont tout de même des énergies extrêmement douces, diffuses et surtout intermittentes et qu'on ne sait pas stocker les grandes quantités d'énergie aujourd'hui. Et donc il nous faut quand même une énergie de base qui, elle, soit stable, fiable, disponible à volonté. Et ça, on ne sait pas le faire avec les énergies renouvelables. Dans certains cas, on consomme plus d'énergie à produire les biocarburants que les biocarburants n'en fourniront derrière. Il n'empêche que aussi bien les huiles qui servent à remplacer le diesel que les alcools de sucre de canne, par exemple, sont parfaitement rentables. Mais par contre, il y a à choisir entre manger ou produire de l'énergie, sachant que la planète n'a pas la surface nécessaire pour assurer les deux à la fois. Imaginons qu'on convertisse toutes les surfaces françaises pour faire de culture actuelle pour faire de l'énergie, on assurerait 30% des transports. Ce qu'il faut savoir pour l'hydrogène, c'est que d'une part, il reste encore beaucoup de verrous technologiques qui restent à lever, en particulier dans la mise au point des piles à combustible, et que également l'hydrogène s'accompagne de pertes énergétiques extrêmement importantes. Compte tenu de l'ensemble de ces paramètres, les choix politiques sont donc déterminants. L'organisation du secteur, les relations entre opérateurs, le choix des énergies et leur mode d'approvisionnement constituent des éléments clés permettant de construire un système efficace et fiable. Un État se doit d'avoir une politique énergétique pour 2 raisons, pour servir 2 objectifs en tout cas. Pour servir le premier objectif, c'est-à-dire en direction de la population, faire en sorte que le droit à l'énergie soit respecté pour tous, et servir également la politique économique du pays en question, c'est-à-dire permettre aux industriels, électro-intensifs ou non, d'avoir accès à l'énergie. Les deux, que ce soit la population ou que ce soit l'activité économique, devant avoir accès à une énergie au plus bas coût possible. On parle beaucoup d'une politique de l'énergie au plan européen. En fait, on constate qu'elle n'existe pas, que chaque pays continue à mener, indépendamment de l'autre, une politique, avec souvent beaucoup d'hypocrisie. Nous pensons notamment aux pays qui disent chez nous pas de nucléaire, et puis qui, pour effectivement permettre d'avoir suffisamment d'électricité, importent cette électricité, par exemple, de la France, qui elle-même fournit une énergie principalement d'origine nucléaire. Là, il y a une grande hypocrisie dans tout cela. Et comme on sait qu'aujourd'hui, tous les réseaux électriques sont interconnectés, il n'y a aucune raison de ne pas établir une politique commune. Les différences de choix se retrouvent à travers l'histoire, où 2 conceptions antagonistes se sont opposées régulièrement l'une à l'autre, le secteur privé et le service public. Si le privé a souvent été valorisé dans la dernière période, son efficacité économique reste soumise à de vives interrogations concernant l'industrie, les salariés ou les consommateurs. Le système de marché est un très bon régulateur pour les produits classiques. Mais dans le cas de l'électricité, c'est beaucoup plus difficile. D'une part parce que, comme elle est rigoureusement non stockable,
on ne peut pas attendre que le marché assure l'équilibre à court terme. Qu'est-ce qui se passe quand brusquement on a la défaillance? Le prix ne pas doubler comme dans le papier, tripler comme dans le fret, il part 200, c'est ce qui est passé en Californie. Le prix est multiplié par 200. Là, vraiment, on ne peut plus rien faire, il n'y a pas de stock. Les prix explosent. Les gens n'acceptent pas. N'accepteront jamais de payer 200 plus cher. Et donc, on ne peut pas faire confiance au marché pour régler la politique d'investissement à long terme. Dans les années 30 en France, la production d'électricité était pour l'essentiel faite par les entreprises privées. Et un oligopole de 3 grandes compagnies qui se partageaient le marché français. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont sous-investi parce qu'elles n'ont fait que les investissements les plus rentables à court terme, avoir du retour sur investissement à court terme pour l'actionnaire privé. Et ce n'est pas illégitime du point de vue de l'actionnaire privé de demander un retour. Le problème, c'est que ça ne suffit pas, et donc il y avait sous-investissement à l'époque. Il y avait des tarifs trop élevés aussi. Et c'est tout ça qui a amené, avec le contexte de la guerre et de la libération, bien sûr, et des rapports de force politique de l'époque, qui a amené la nationalisation et la création d'EDF en 1946. En 1928, les compagnies pétrolières, et ça s'appelle le fameux accord d'Aknakari qui se déroule en Écosse, les compagnies pétrolières passent une espèce d'accord d'entente et de cartel où elles se partagent le monde, elles se disent effectivement, elles se fixent sur les prix et sur en effet donc les quantités. Et cet accord est tellement secret, il est tellement discret et tellement antidémocratique, puisque les gouvernements des pays consommateurs, évidemment les consommateurs eux-mêmes bien entendu, et puis également donc, les gouvernements des pays producteurs ne sont pas informés. Il est tellement antidémocratique qu'il faudra attendre 1952 pour que les détails de cet accord commencent seulement à filtrer. La captation de la rente sur des marchés comme les marchés pétroliers ou les marchés des matières premières en général, la captation de la rente se fait toujours au détriment du consommateur. C'est-à-dire que ce sont des profits qui sont récupérés sur du bien-être qui normalement aurait dû aller au consommateur en termes de pouvoir d'achat parce que l'énergie est moins chère. Ces questionnements ont donc permis l'émergence d'un autre système basé sur une initiative publique et un fonctionnement régulé. Cette conception, portée par les luttes sociales et celle de la résistance, a amené une autre vision de ce que pouvait être l'intérêt général et ont donné naissance au service public à la française. La mise en place des services publics a été un élément qui a incontestablement permis une forme de progrès économique et de progrès social. D'abord, un égal accès à tous, pour tous, à l'énergie, ça c'est tout de même quelque chose d'important, mais un égal accès pour tous qui s'est fait avec des critères qui sont des critères majeurs, c'est-à-dire ceux de l'égalité ou de l'équité, et qui sont également ceux d'une forme de garantie des prix. L'idée, c'était de vendre au coût marginal. Alors, c'est un peu, ça paraît un peu technique. En fait, on peut exprimer ça de façon simple. Ça consiste à vendre au prix de revient. Seulement, au lieu de profiter de la rente de monopole qu'on peut avoir quand on a un monopole. L'idée, c'est de dire, vous avez un monopole, vous pourriez exploiter la clientèle en augmentant les prix. Non, vous renoncez à votre rente de monopole. C'est ça la philosophie. Si l'énergie est une ressource de la nature, elle est aussi indéfectiblement liée à l'homme qui la maîtrise. Objet essentiel à la survie et au progrès de l'humanité, elle est une construction où la technologie et le social sont intimement liés. Développement industriel, avancées scientifiques, qualité de vie, l'énergie est un perpétuel enjeu citoyen autour duquel ces acteurs s'interrogent et se confrontent pour définir de nouveaux moyens d'action cohérents et solidaires. Cette libéralisation du secteur génère une modification des finalités de l'entreprise. On passe d'entreprises du secteur de l'énergie qui auparavant étaient dans le cadre, pour la réponse à l'intérêt général, pour la réponse au service public, à une situation aujourd'hui où ce qui intéresse les entreprises, c'est la réponse aux exigences des actionnaires. On voit ce qui se passe d'un point de vue international. Je pense notamment à ce qui se passe en Amérique latine avec Chavez au Venezuela, qui décide d'utiliser la rente pétrole pour satisfaire les exigences sociales des habitants du Venezuela. On s'aperçoit que ces questions qui ont été portées de manière forte par le syndicalisme au niveau national revêtent une dimension universelle et que nous sommes bien dans une bataille de société pour faire en sorte que l'énergie soit dégagée de la sphère marchande et que le droit à l'énergie
puisse devenir un droit inaliénable où l'ensemble des êtres humains sur Terre y ont accès. Développement durable, solidarité et émancipation, l'énergie constitue le moteur essentiel de nos sociétés. Dans un contexte de raréfaction des ressources, la construction de marchés aux conséquences imprécises et le manque d'initiatives politiques font peser de lourdes interrogations sur l'approvisionnement des sociétés et le bien-être des populations. Au niveau international, il y a des projets, mais il n'y a probablement pas suffisamment d'argent qui est mis. Et alors les entreprises privées, parce que la recherche-développement, ce n'est pas forcément rentable à court terme et que les marchés financiers demandent de la rentabilité. Et puis les États, ils ont tellement de soucis et de budget à boucler que la recherche fondamentale n'est pas en général une priorité majeure. On assiste à l'abandon du long terme au profit du court terme. Et les chercheurs, au lieu de rêver au futur, sont subordonnés à un pilotage par l'aval qui recherche des résultats à court terme pour obtenir des avantages concurrentiels à court terme. Et du coup, il y a abandon du terrain de développement de culture technique des technologies de demain, et ceci, on risque de le payer très cher dans 1 ou 2 générations. Tout le problème vient de ce qu'on ne croit pas, ce qu'on sait. Donc ce sont des choses que l'esprit arrive à concevoir, mais toute la difficulté vient du fait qu'on ne les intègre pas vraiment dans nos croyances et dans notre vie. Dans ce contexte de bouleversement accéléré, de guerre économique, de pénurie réelle ou organisée et de mutation climatique, l'énergie doit continuer d'être un enjeu citoyen fort, partagé par les populations. D'une part pour atteindre de nouveaux équilibres, et d'autre part pour ne pas oublier la leçon permanente de l'histoire, cette existence d'un lien fort et universel entre les énergies et les hommes.